Bonjour à toutes et à tous. Merci bien d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce webinaire. Euh, Toutes nos excuses encore pour le petit problème de fuseau horaire. On espère que ça n'a pas empêché certains d'entre vous de participer. Nous allons parler aujourd'hui des offres de services et des ressources en évaluation mises à disposition des membres des associations nationales d'évaluation. Avant de vous en dire plus sur le sujet, je me présente en quelques mots. Je suis Claudine Morier, représentante de la Société suisse d'évaluation auprès du RFE, où je tiens donc le rôle de vice-présidente. Et je suis consultante indépendante depuis une année et quelques. Et sinon, j'étais auparavant experte en évaluation de politique publique. Petit rappel du contexte de ce webinaire. Donc, le groupe de travail renforcement des capacités des associations nationales d'évaluation a établi dans son programme 2020-2021 la tenue de différents webinaires à destination des associations membres du RFE. En juin l'année passée, nous avions donc proposé un webinaire sur la question de comment augmenter et fidéliser les adhérents, à une année. C'était le REBUS, la Sénéval et la SFE qui avaient partagé leurs expériences sur le sujet. Ensuite, en octobre, nous avions proposé un webinaire sur la mise en place d'un système automatisé de gestion des enregistrements pour la gestion des inscriptions aux événements et des adhésions et cotisations. C'était Jean-Marie Loncle qui avait partagé son expérience dans le cadre de l'organisation du dernier FIF à Ouagadougou. Et puis donc, nous essayons de faire un tournis, de donner vraiment une chance à chacun et chacune de pouvoir partager son expérience. Et donc, aujourd'hui, nous avons d'autres représentants d'associations avec nous. Pour cette troisième édition, donc, nous avons souhaité nous intéresser aux offres de services et aux ressources proposées aux membres des associations. Et pour cela, nous avions donc mené une enquête fin 2020 auprès des associations nationales afin de connaître l'état actuel des prestations qu'ils proposent. Sur la base des résultats de l'enquête, nous avons identifié des exemples intéressants d'offres de services innovantes dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Ça fera l'objet d'une synthèse qui devrait donc être publiée le mois prochain, donc restez attentifs. Aujourd'hui, nous avions envie de vous proposer vraiment de parler d'offres de services accessibles au plus grand nombre, disons, qui puissent vraiment être mises en œuvre par tout type d'association, peu importe son niveau de développement, peu importe ses ressources. Donc, nous avons cherché à regarder vraiment à vous proposer des exemples d'offres, disons, qui ont le plus grand impact à un monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour d'horizon des offres existantes. Et puis ensuite, nous aurons donc le partage d'expérience de deux représentants d'associations. Et puis ensuite, nous aurons du temps pour discuter et répondre à vos questions. Donc les deux personnes qui vont parler aujourd'hui, c'est donc un représentant de la Société luxembourgeoise de l'évaluation et de la prospective, la SOLEP, pour l'organisation de cycles d'ateliers, et le réseau ivoirien de suivi et évaluation pour les matinales de l'évaluation. Nous avions aussi proposé à la CADEA de partager son expérience, mais pour un petit problème logistique, ça n'a pas été possible. Donc, nous avons décidé de reporter leur intervention lors d'une édition prochaine. Avant de commencer, je voulais encore vous rappeler quelques petites règles de base. Donc, il y a la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à le faire. Il y a donc le chat ici en bas, donc qui vous permet de poser vos questions. Et puis, mon collègue Tadej Yossa les rassemblera et les posera aux intervenants à la fin de ce webinaire. D'ailleurs, le webinaire est enregistré et il sera mis à disposition sur le site internet tout prochainement. Donc, si on revient maintenant au sondage, pardon, j'étais un petit peu vite. Si on revient sur cette question du sondage, donc il a été mené fin 2020. Nous avons obtenu 9 réponses sur les 23 associations que nous avions consultées. Ça nous fait presque un taux de 40% de réponses. Et donc, il y a une répartition, 4 associations du Sud et 5 du Nord. Donc, si on regarde
qui est mis à disposition des membres. Donc, les temps d'échange, les journées nationales d'évaluation, les formations. On voit que 7 associations sur 9 donc, ont organisé au moins une journée nationale en 2019 et 2020. Donc, ce qui est quand même pas mal vu la situation pandémique que l'on connaît. 6 associations ont organisé au moins une formation, 3 ont organisé des webinaires et puis 2 associations ont organisé des activités de plaidoyer. Maintenant, quant au type de ressources encore un peu plus spécifiques, donc qui sont proposées aux adhérents et adhérentes, que ce soit physiquement ou en ligne, on voit que la plupart des associations indiquent donc partager des ressources telles qu'un espace documentaire, des appels d'offres, des offres d'emploi. Il y a aussi différents types de publications, des enregistrements et puis un appui ou des recommandations pour des bourses d'études. Donc, si on regarde, on voit que l'annuaire des acteurs et actrices de l'évaluation, c'est la ressource qui est le moins mise en avant. Il y a peu d'associations qui ont répondu, qui offrent cela à leurs membres. Et donc, cette association sur 9 propose au moins 5 types de ressources ou soutien. Donc, c'est assez intéressant. J'espère que ça vous sera utile aussi pour vous inspirer. Si dans votre association, vous vous demandez qu'est-ce que vous pourriez encore ajouter à votre catalogue de prestations, ça peut vous donner des idées. Nous avions aussi posé la question donc, lors de cette enquête par rapport aux outils de communication. Donc, quels canaux sont utilisés pour communiquer avec les membres et adhérents? Alors, on voit qu'une association se concentre sur un seul outil, donc la MAS, qui a donc un site internet et rien d'autre. Et puis, sinon, la plupart des autres, il y a une association qui n'en a pas de site internet, mais qui, par contre, utilise d'autres canaux de communication avec une page Facebook, LinkedIn, etc. Il s'agit donc de la Sénéval. On voit que 8 associations sur 9 utilisent des courriels pour communiquer régulièrement avec leurs membres. 4 associations utilisent au moins 6 outils de communication. Donc, vraiment, on voit une grande diversification des moyens de communication avec les membres. Et puis, donc, pour préciser encore, l'enquête interrogeait seulement l'existence de ces outils de communication et pas la fréquence de leur utilisation. Les répondants à l'enquête ont encore mentionné d'autres services qui n'étaient pas donc, dans les grilles, dans la liste des services que nous avions proposés. On voit qu'il y a 3 associations donc, qui mentionnent un service de mentorat pour les évaluateurs et évaluatrices émergentes. Il y a donc un appui à la demande d'étudiants dans le cadre de mémoire de fin d'études. Donc ça, c'est assez intéressant, on n'en trouve pas ailleurs. La Société canadienne d'évaluation a mentionné pas mal d'autres offres, telles que donc, un programme d'accréditation, un prix d'excellence, un concours étudiant et une revue scientifique. La Sénéval a aussi mentionné donc, des sessions d'échange et de formation en ligne, en plus du mentorat. Et puis, la CEVAL a mentionné un service de conseil qui a été mis en place récemment, donc, et puis une plateforme en ligne qui rassemble les offres de formation continue. Et finalement, la France mentionne également un observateur de l'évaluation. Dans les services innovants, donc le RIS a mentionné les matinales de l'évaluation. Donc, on verra tout à l'heure avec Mamadou pourquoi est-ce qu'ils estimaient que c'était un service innovant. Et puis aussi donc, une formation au métier de consultant. La Société canadienne a mentionné donc, le fait de mettre en place un congrès virtuel qui était plutôt innovant au moment de répondre à cette enquête. Avec le temps, ça va se normaliser un peu, je pense. Le mentorat en ligne, un cyber-institut également, le service de conseil de la CEVAL, et puis la SFE a mentionné d'autres éléments aussi qu'il considère innovants. Donc des rendez-vous d'évaluation, un observateur de l'évaluation des politiques publiques et un baromètre. Voilà, donc sur cette diapositive, vous voyez donc un résumé de toutes les offres qu'on a pu identifier par le biais de cette enquête. On voit qu'il y a donc des offres qui sont dites
collectives, elles sont offertes à un public, à un groupe de personnes, et d'autres qui sont plutôt de type individuel, donc c'est celles qui ont une petite astérix. On voit que c'est une offre de 1 à 1, donc tel que l'annuaire, chaque consultante peut figurer dans l'annuaire, ou la certification aussi, c'est une certification individuelle. Avant de passer la parole au premier intervenant, je voulais encore vous expliquer un petit peu notre processus de réflexion qui pourrait vous intéresser. Donc pour en fait choisir qui on voulait inviter aujourd'hui pour partager son expérience, au sein du groupe de travail, on a réfléchi en fait comment identifier les offres qui pouvaient être intéressantes aujourd'hui. Et donc on a fait cette différenciation entre offres de services individuelles et collectives, puisque voilà, c'est une différence importante. Et puis, nous avons réfléchi également à l'effort qui est requis pour une association, pour mettre sur pied une offre, et puis au gain que l'association peut retirer. Et donc, nous avons noté ces différents éléments. Nous avons donc classifié ces différents services en donnant une cotation de 1 à 10 en termes d'effort et en termes de gain, 1 étant le plus faible et 10 étant le plus fort. Et puis, c'est évident que cette cote est attribuée de manière subjective. Nous avons été plusieurs à en discuter. Nous avons également demandé confirmation aux deux intervenants aujourd'hui pour voir s'ils étaient d'accord avec cette cotation. C'est quelque chose dont on pourrait discuter et encore améliorer dans le temps, mais voilà, ça permet un petit peu de faire une comparaison quand même entre ces différentes offres. Donc, si on prend un exemple, on voit que la certification a obtenu la plus haute note, alors que la constitution d'un annuaire a obtenu la note la plus basse en termes d'effort. Donc, a priori, c'est vrai que la certification, ça demande quand même pas mal de ressources bénévoles, salariés même, pour le mettre en place. Il faut préparer les épreuves de certification, analyser les productions livrées par les candidats. Ça demande vraiment un haut niveau d'exigence pour garantir la crédibilité et le sérieux de la certification. Alors qu'un annuaire nécessite assez peu de ressources, surtout quand il y a déjà une liste des professionnels, en fait, et que c'est mis à jour régulièrement. Donc là, voilà, on avait pardon, donc l'annuaire, j'essaie juste de retrouver la cote. Donc la certification en termes de gains, on avait attribué une note de 7 en termes de gains pour l'association. C'est important en termes d'image et de reconnaissance institutionnelle et scientifique, alors que l'annuaire, c'est plutôt quelque chose qui apporte un gain individuel, peut-être moins pour l'association. Et donc, on avait attribué un gain de 1. Oui, j'ai encore oublié de préciser que la taille de la bulle en fait, dépend du ratio entre le gain et l'effort. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se voit. En fait, plus le ratio est grand, plus la taille de la bulle est importante. Si on prend encore des exemples des services collectifs, alors si on reprend l'exemple de la matinale, dont on va en entendre un peu plus tout à l'heure, on voit donc que c'est la bulle la plus à gauche de ce graphique. Nous avons attribué un effort de 2 et un gain de 7. Donc, a priori, ça demande quand même moins d'efforts que d'organiser un congrès sur plusieurs jours. C'est juste une demi-journée. Mais le gain est quand même important en termes de dynamique, de fidélisation et de visibilité pour l'association. Et puis, les cycles d'ateliers sont un peu plus perdus là au milieu du nuage. On voit que on a attribué dans le gain serait plus élevé. Un gain de 8 pour un effort de 5. Donc, a priori, comme c'est un cycle, ça veut dire qu'il faut penser à un programme, c'est fait sur plusieurs sessions. Donc, ça semble donner un peu plus de travail qu'une matinale et apporter un peu plus pour l'association. On va voir tout ça avec nos collègues dans un instant. Oui, je vais d'ailleurs tout de suite donner la parole à François-Xavier Borcy de la SONEP. C'est donc François-Xavier est économiste et ingénieur commercial de formation. Il mène depuis plus de 15 ans une carrière d'analyste, de gestionnaire de projet, évaluateur et entrepreneur. Il est administrateur fondateur de la SOLEP,
et il est membre de plusieurs groupes de travail autour des thématiques de la prospective territoriale et de l'évaluation des politiques publiques. François-Xavier, donc c'est à toi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Claudine pour ce propos introductif et puis merci à Jean-Marie pour le support également dans l'organisation de cet échange. Je suis aussi amené à saluer tous les participants, à remercier le RFE pour la proposition de notre participation en tant que petite société d'évaluation et de prospective. Il faut que je le souligne. Au Luxembourg, on a décidé de structurer notre action autour de ces deux grands pôles d'activité que sont l'évaluation et la prospective, pour des raisons à la fois d'efficience. On est un petit pays, donc il n'y a pas forcément toujours les masses critiques pour pouvoir mettre en œuvre et en mouvement un certain nombre de compétences aussi rapidement qu'on voudrait le faire. Donc, on a mis ensemble les deux dimensions, et c'était en 2009. Donc, la société luxembourgeoise d'évaluation et de prospective est une jeune société, disons. Je la compare à la CEVAL, puisque j'avais eu le plaisir il y a 2 ans de participer aux journées de la CEVAL, de découvrir aussi cette cousine de société d'évaluation, et j'avais vu aussi voilà, que avec 20 ans, 30 ans, 40 ans de recul, eh bien, le chemin il est d'autant plus intéressant à observer. Donc voilà, on est une petite société, on est une jeune société, mais on est une société qui est très dynamique, en tout cas avec des gens de grande qualité, parce qu'au Luxembourg, on a cette chance d'avoir de nombreuses institutions, à la fois nationales, bien sûr, comme dans tout état de droit, et tout pays européen, et pas que européen, il y en a aussi beaucoup dans les économies modernes ou moins modernes, mais il y a aussi beaucoup d'institutions européennes et d'institutions internationales. Et justement, ça permet de compenser en quelque sorte cette question de la masse critique. C'est un petit pays, mais il y a une forte concentration d'expertise et de savoir-faire institutionnels. Et ce qui fait qu'à la SOLEP, nous avons une quarantaine de membres, personnes physiques. Nous avons une dizaine de membres, personnes morales, qui sont la Chambre de commerce, le ministère de l'économie, des sociétés de conseil, etc. Et nous avons des partenariats et des conventions qui sont soit en cours, soit en train d'être construits avec, par exemple, l'Institut de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, le ministère des Affaires étrangères pour tout ce qui est coopération et aide au développement. Donc voilà, on a une concentration d'acteurs, et ces acteurs, comme on est dans un petit pays, se parlent très souvent ou arrivent à se parler assez facilement. Les circuits sont relativement courts. Ce n'est pas parce qu'ils sont courts que c'est facile, mais on a un potentiel de rapidité d'interaction et de rapidité de réaction et de proaction. Donc la SOLEP ASBL, donc c'est une ASBL, c'est une association. Elle travaille au cœur de ce réseau et elle capitalise beaucoup avec les quelques membres, personnes morales dont je parlais à l'instant, ce qui fait que elle ne ferait rien ou elle n'arriverait à rien si elle ne jouait pas la carte de la collaboration et des partenariats dans le contexte des événements que nous organisons, que ce soit des conférences ou le point que je souhaitais partager aujourd'hui avec vous, c'était les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers de l'évaluation que nous organisons donc avec nos partenaires. Il y a toujours un partenaire qui est co-organisateur en fait. On fait, pour ainsi dire, jamais les choses tout seul, et c'est ça aussi qui fait qu'on touche beaucoup plus les réseaux parce que chacun a sa liste de distribution, chacun a un intérêt à sensibiliser ses propres audiences au partenariat avec la SOLEP ou la SOLEP avec ses partenaires. Et c'est dans ce contexte donc que nous avons depuis 2012 donc on fait pas mal de réunions de groupes de travail, on a des échanges de vues, on participe à des formations, on sensibilise le grand public, mais on a donc des jalons depuis 2009-2010 que l'association a été créée. Nous avons des jalons pour avoir des rendez-vous réguliers. Donc, chaque année, nous organisons, ou tous les 2 ans,
des événements spécifiques d'une certaine ampleur. On a la chance d'avoir des centres de conférences de dimension internationale, donc on arrive toujours à organiser des rendez-vous avec une certaine audience, des petits événements à 25-30 personnes jusqu'à des grands événements à 250 ou 300 personnes. Je parle dans les temps où le Covid n'interfère pas trop, hein. Je parle d'événements en présentiel. On pourra toujours parler de choses en visio comme ce que nous avons là aujourd'hui. Donc, ces ateliers, ces cycles, ces ateliers d'évaluation, nous les avons organisés historiquement comme des cycles, donc des rendez-vous qui se font sur une période donnée, en général une année, hein, une saison scolaire, disons, de septembre à juin. Nous avons à cœur d'organiser ces cycles autour de thématiques qui sont cohérentes, hein. On ne fait pas venir des gens comme ça et puis on dit on fait 3 événements ou 4 événements dans l'année et puis c'est du ad hoc ou c'est des thèmes. Non, on cherche toujours une cohérence dans l'histoire que l'on raconte à travers le cycle. Ça peut être une histoire d'ordre méthodologique où on va, ça a été l'objet de l'atelier numéro 1, c'était en 2012-2013. Nous avions organisé un cycle d'ateliers sur la thématique des grandes étapes, des grandes phases des évaluations, hein, qui vont de la commande au design en passant par la communication des résultats et le fait de boucler la boucle, hein, avec les leçons apprises, les enseignements à retenir des évaluations. Donc, nous avons une sorte de cohérence au sein des ateliers, hein. Un atelier sur lequel nous sommes en train de travailler, puisque je veux faire un peu le jeu de montrer ce qu'historiquement nous avons fait, puisque nous faisons actuellement, puisque nous sommes en train d'élaborer de nouveaux cycles d'ateliers. Un cycle que nous élaborons actuellement, nous le faisons avec, là encore, un partenaire de choix qui est l'Université du Luxembourg et la Chambre des députés, donc le Parlement luxembourgeois. Ce sera un cycle d'ateliers qui va porter sur la sensibilisation des parlementaires dans l'Union européenne, et donc au niveau luxembourgeois pour commencer, la sensibilisation des parlementaires et du Parlement en général à l'évaluation. Parce que, vous le savez, il y a des parlements en Europe, notamment, je parle de l'Europe, mais bien sûr, ça s'entend probablement, Mamadou le confirmera ou d'autres le confirmeront sûrement dans les pays francophones, dans la francophonie. Mais les parlements, normalement, ont la prérogative du contrôle des politiques publiques et de l'évaluation. Et certains parlements sont plus à la pointe que d'autres, hein. Et on peut regarder les choses au niveau européen. On peut citer le Parlement en Suisse, hein, justement, au niveau fédéral, hein. Claudine confirmera sûrement. L'expérience suisse est tout à fait intéressante à ce niveau-là. En France aussi, hein, le Parlement, ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, hein, l'une des 2 chambres du Parlement en France, est aussi très à la pointe. D'autres exemples en Europe, mais le Luxembourg ne l'est pas. Alors, il ne l'est pas pour un certain nombre de raisons qui sont aussi des bonnes raisons, hein. Ce n'est pas que de la fainéantise ou de ne pas vouloir épouser ou assumer ses responsabilités de parlementaire. C'est aussi parce que la Chambre des députés, il y a assez peu de députés et que les problématiques parlementaires au Luxembourg sont relativement similaires aux problématiques parlementaires dans un grand pays en Union européenne. Il faut faire des lois, il faut transposer des directives, il faut animer des commissions parlementaires sur des problématiques que l'on retrouve au Luxembourg comme ailleurs en Europe, et donc avec moins de parlementaires, puisqu'à la Chambre des députés au Luxembourg, il y a 60 parlementaires, c'est une petite chambre. Bon, j'entendais hier que à la Knesset, hein, le Parlement en Israël, c'était 120 parlementaires. Donc voilà, on se rend compte, il n'y a pas de logique mécanique, mais on voit bien que quantitativement, il y a moins de ressources pour adresser des thématiques similaires finalement, hein, le développement d'économies modernes et de sociétés modernes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il y a un vrai exercice à resensibiliser les parlementaires à ce que l'évaluation pourrait leur apporter dans l'exercice de leurs fonctions éminentes, dans le contrôle des politiques publiques, dans la préparation des lois, dans la rédaction des règlements grand-ducaux et évidemment dans l'évaluation des programmes économiques, sociaux, environnementaux
à tous les niveaux. Donc ça, c'est un exemple sur lequel nous sommes en train de travailler et qui va aboutir dans le cadre de ce partenariat avec cette Chambre des députés qui veut avancer sur ce sujet et la chaire de l'Université du Luxembourg. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'était que le cycle de conférences, nous avons à cœur de proposer un regard, comment dire, une logique de regard croisé. Il est important pour nous que ces ateliers ne soient pas des ateliers qui jettent l'anathème sur une thématique particulière, sur une politique publique particulière au niveau national. Nous, en tant que SOLEP, nous ne sommes pas là. Bien sûr, on est là pour apporter des idées, pour apporter des recommandations, notamment dans la bonne pratique, mais nous ne sommes pas là pour critiquer nécessairement. On ne s'est pas fixé pour objectif de critiquer ou d'apporter des jugements sur les politiques publiques. Et ce qui nous intéresse, c'est donc de ne pas focaliser les réflexions de nos ateliers sur, en tant que tel, le contenu des politiques et ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien dans les politiques, mais plutôt de voir de quelle manière, d'un point de vue méthodologique, les choses ont été bien construites, ou elles ont été bien amenées, bien designées, et donc elles sont propices à un exercice d'évaluation constructif. Donc, quand on parle de regard croisé, eh bien, finalement, ce qu'on aime thématiser, c'est une expérience nationale avec un orateur ou un contributeur qui va pouvoir parler de la manière dont un programme a été historiquement conduit, comment ça s'est implémenté et quelles sont les leçons à retenir de ce programme. Ça, c'est pour l'un. Et puis, quand on dit regard croisé, c'est qu'il y a un deuxième orateur qui est là aussi et qui va aussi apporter une vue alors, au niveau international et européen, ce qui permet justement de ne pas focaliser sur la critique d'une politique européenne ou la critique d'une politique nationale, mais bien de jeter le regard sur la manière dont les choses sont construites et permettre justement la redevabilité, permettre aussi l'analyse d'impact, permettre aussi méthodologiquement de construire des analyses qui apportent des enseignements et permettent de progresser. Donc, expérience européenne, expérience nationale, et évidemment, on organise après une discussion d'ordre méthodologique. Évidemment, les deux programmes, on essaye de faire en sorte où les deux regards croisés portent sur une thématique relativement proche. Ça peut être la politique de la santé, la politique de l'éducation. On essaye d'avoir des orateurs qui ont aussi cette connaissance d'une thématique commune, pour pouvoir avoir des discussions ensuite qui permettent d'avoir le maximum de rendu et le maximum d'échanges constructifs et de discussions positives. Voilà, donc c'était un peu les grands messages qu'on voulait passer en tant qu'expérience sur le cycle d'ateliers. Pour nous, c'est très intéressant parce que ces cycles d'ateliers, du coup, ils concernent une communauté relativement limitée. Le public, c'est toujours entre 30 et 50 personnes. Et donc, c'est surtout sur un temps de midi. Aussi, là aussi, c'est important d'avoir, dans un monde où on n'a jamais le temps pour rien, c'est difficile de trouver des créneaux. On pense que le temps de midi s'y prête assez bien. Le co-organisateur organise logistiquement, apporte aussi la petite touche de convivialité avec une formule de déjeuner, de quoi boire, de quoi déjeuner, un petit café. Et puis donc, les interventions durent entre 20 et 30 minutes chacune. La discussion, donc l'un dans l'autre, ça dure 1h30. 1h30. Et puis après, il y a toujours un petit moment, 15-20 minutes aussi pour un dernier café pour essayer d'alimenter l'échange, de réseauter avant de retourner chacun dans nos vies. Mais c'est très, très précieux parce qu'au Luxembourg, pour redire un peu cette question de la concentration des institutions, du coup, on retrouve non pas toujours les mêmes personnes, mais on trouve des gens qui, au fil des ateliers, se connectent, créent des relations et donc collaborent par ailleurs. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on arrive à construire quelque chose au long cours et une communauté, une vraie communauté de praticiens, d'experts qui ont plaisir ensuite à partager, à se retrouver, à alimenter aussi. Là, j'avais, il y a 2 semaines, un message d'un de nos membres qui disait « Tiens, je suis à la recherche de tel profil, on va recruter quelqu'un, est-ce que tu n'aurais pas une idée ?»
Bon, voilà. Alors, c'est notre environnement Solep qui fait que ce que je dis là, ça se retrouve dans plein d'environnements différents, mais c'est sûr qu'autour de l'évaluation, ben, du coup, on a aussi une communauté de consultants, d'experts qui sont à Luxembourg et qui peuvent du coup réagir, collaborer, partager les bonnes pratiques et partager aussi les connaissances et j'allais dire aussi les savoirs sur les ressources qui sont en présence au Luxembourg. Voilà, j'essaie de brosser un tableau très, très rapide. L'idée, c'est après, je pense, de pouvoir répondre à des questions pour rentrer peut-être plus en détail sur tel ou tel aspect. Merci. Ok. Ben, merci beaucoup à vous, François-Xavier. C'était très intéressant et on se réjouit maintenant d'entendre Mamadou. J'ai aussi quelques notes pour vous présenter Mamadou Koulibaly, qui représente donc la Côte d'Ivoire, qui est mon co-vice-président au RFE. Il est donc socio-économiste du développement, spécialiste et formateur en prospective, planification et suivi évaluation, docteur en sciences sociales du développement et enseignant. Voilà, et donc aujourd'hui, Mamadou va nous parler des matinales, le café matinal en Côte d'Ivoire. À voir si c'est très ressemblant à ce qui est fait au Luxembourg, mais avec un nom différent, ou si on parle vraiment de services. Merci Claudine. Et bonjour à tous et à toutes. Merci à François pour son exposé, son brillant exposé. Et merci à tous les organisateurs de ce webinaire. Et en effet, je suis Dr Koulibaly Mamadou, socio-économiste, comme elle a dit, elle vient de faire la présentation tout à l'heure. Je suis par ailleurs le directeur exécutif du réseau de évaluation que nous appelons dans un francophone secrétaire permanent. Aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec vous sur une des activités que nous menons depuis 2018 jusqu'à maintenant, qui est une activité pour laquelle nous avons estimé qu'il faut partager notre expérience avec les autres à travers le monde, parce qu'on y tire assez de profit. Et le rôle de ce webinaire, c'est ça, en fait, partager des expériences qui marchent. Et je vais avant tout situer le cadre. Il faut comprendre que je prends la parole dans le cadre des activités d'IRIS, qui est une association apolitique et à but non lucratif, qui est une association qui est en passe, je dis, de devenir une association soutenue par certains financements étatiques par moment, parce qu'on n'a pas encore atteint ce stade. Mais nous sommes en train de nous battre pour qu'on puisse avoir vraiment quelques financements parce qu'on donne assez aujourd'hui à l'État, on apporte assez. Comprenez que le RIS a pour mission de promouvoir la culture de l'évaluation, de renforcer les capacités nationales et aussi d'harmoniser les normes et pratiques professionnelles au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les matinales dont nous parlons ce matin est une activité qui est née après que nous ayons organisé en 2015 les premières journées ivoiriennes de l'évaluation, qui a regroupé près de 250 participants venus du monde entier. Et le budget étant très, très, très costaud, nous avons essayé de voir comment est-ce qu'on ne pouvait pas organiser quelque chose avec un maigre budget. Je dirais maigre budget parce que on n'a pas besoin de gros moyens pour pouvoir l'organiser, mais il faut dire que les conséquences en termes de visibilité sont énormes. Et s'agissant des enjeux de cette matinale, je dirais de ces matinales, puisque nous avons organisé 3 jusqu'à maintenant. Et il faut dire que c'est le lieu pour nous de créer un cadre d'échange entre les acteurs nationaux de promotion des valeurs de la pratique de l'évaluation dans un contexte de développement durable et de budget programme, mais aussi des questions de redevabilité plus accrues. Parce que comprenez qu'on a 2 chambres fortes chez nous ici. On avait l'Assemblée nationale et aujourd'hui, on a le Sénat. Et donc, on a la chambre basse et la chambre haute. Et toutes ces questions, et toutes ces chambres-là traitent des questions de redevabilité vis-à-vis du peuple, parce que ce sont les représentants du peuple. Et donc, nous nous sommes inscrits dans une dynamique aussi de les accompagner, de les informer, de les former et aussi de les assister. Je le dis comme ça parce que depuis 2016, la Constitution a inscrit dans son article 93 la question de l'évaluation de façon formelle
Donc, ça veut dire que désormais, au niveau de la Côte d'Ivoire, la loi fondamentale porte la question de l'évaluation. C'était encore une utopie pour nous dans les années 2012, lorsque j'étais à Accra et que j'ai échangé comme ça avec le président du réseau marocain d'évaluation, Benchek. Je lui ai dit, mais Benchek, comment est-ce que vous avez fait pour que ça soit dans la loi fondamentale, cette question d'évaluation? Il a souri, il m'a dit que non, c'était une décision forte et que c'est le roi qui a voulu et que c'est lui qui a porté. J'ai dit comme ça, mais j'ai dit, mais écoute, hein, moi aussi, dans 2 ans, je viendrai avec ça dans ma loi fondamentale. Mais je n'ai pas eu 2 ans pour le faire. Et je n'ai pas, en 2014, quand on s'est retrouvés à Accra, je n'ai pas pu. Je m'a demandé, mais est ton affaire? J'ai dit, mon affaire, c'est compliqué. Je pensais que c'était aussi facile. En 2017, quand on s'est retrouvés à Kampala, je lui ai dit, mais écoute, hein, mon affaire, je l'ai eue. Il m'a dit, mais comment tu as fait? J'ai dit, ben, je vais te dire comment est-ce que j'ai fait. L'approche fera l'objet d'un autre webinaire. Peut-être que je vais partager cette technique, cette approche-là, comment j'ai fait doucement, doucement, jusqu'à ce que ça soit. Je ne vais pas partager ça aujourd'hui. Je vais laisser l'eau à la bouche de chacun. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre webinaire, l'approche, pour pouvoir arriver à cette fin-là. Comprenez que les journées de l'évaluation ciblent les institutions de la République, les acteurs de l'administration publique dans son ensemble, les acteurs du secteur parapublic, les acteurs du secteur privé, les partenaires au développement, et le monde académique et universitaire, et sans oublier la société civile dont nous faisons partie. En termes de visibilité, il faut dire que c'est des moments forts pour nous, parce que c'est des moments de communion. En termes de visibilité, il faut dire que ça nous permet de créer un lien fort entre nous et les acteurs de la société, les autres acteurs de la société civile, parce qu'à ces journées, nous n'invitons pas seulement que les acteurs de la société civile qui font uniquement que la promotion des questions de l'évaluation. On invite ceux-mêmes qui sont dans le développement durable, on invite ceux qui sont dans les questions de genre, on invite vraiment tous les acteurs parce qu'il faut dire qu'eux aussi, leurs actions, ils ne peuvent mesurer la portée de ce qu'ils font qu'à travers des indicateurs qu'ils vont dessiner, qu'ils vont renseigner et qu'ils vont analyser afin de tirer des conclusions et des recommandations. Donc, on essaye aussi de les former dans ce sens-là. Comment est-ce qu'avoir des indicateurs qui pourront vraiment mettre en exergue ce qu'ils font. Et donc, ces sociétés, ces autres acteurs de la société civile aussi sont invités. Ensuite, en termes de visibilité, il faut dire que ça renforce la confiance entre nous et les partenaires de l'État de Côte d'Ivoire, les partenaires de développement. Et puis aussi, ça permet au RIS d'être invité dans la validation de nombreux documents de stratégie en tant que membre de groupe de référence. Voilà, parce que ça permet à ce niveau-là aux acteurs de se frotter aux autres, de participer aux travaux des autres, parce que chaque fois qu'on envoie quelqu'un, la même personne ne va pas 2 fois au même endroit. On fait de telle sorte que ça tourne, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le réseau même est constitué en groupes thématiques. On a 7 groupes thématiques et que nous avons ramené aujourd'hui à 11 pour pouvoir prendre en compte tous les indicateurs des ODD. Et donc, les gens travaillent au sein du réseau, dans le réseau par groupe thématique. Si vous êtes du domaine de la santé, quand vous intégrez le réseau, vous vous inscrivez dans le groupe thématique santé et dans ça, vous travaillez parce que l'évaluation est transversale. Voilà, donc on essaie de responsabiliser de telle sorte qu'on puisse toucher toutes les thématiques. Et c'est pour ça que dans ces journées-là, on invite tous les acteurs de tous les secteurs parce qu'on a des experts dans toutes les thématiques et donc on n'a pas peur d'aborder des sujets et d'échanger dessus. Voilà. Et en termes de coût-bénéfice, je peux dire que c'est un petit coût. On n'a pas besoin d'un grand budget pour le faire. Et la visibilité, les bénéfices sont énormes. Voilà. Parce que je l'ai dit, même les partenaires au développement, nous sommes inscrits dans la plupart des matrices d'action, disons, des partenaires, que ce soit le PNUD, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'UNFPA. Et nous sommes associés même, je dirais, aux réunions de fin d'année, lorsqu'ils vont faire l'établissement de leur nouveau budget. On inscrit des activités qui sont prises en compte directement, mais à travers le partenariat qu'on a avec le ministère du Plan. Parce que le ministère du Plan est un partenaire fort. Et vous savez que c'est le ministère du Plan qui est l'homologue des partenaires de développement. Et donc, on inscrit à travers cette matrice. Et quand notre activité est prête et que la période arrive,
on met les ressources à notre disposition, les ressources telles que demandées lors de ces revues annuelles avec ses partenaires. Donc, vous comprenez que s'il n'y a pas un cadre de travail, cette confiance-là t'inscrit en tant que partenaire durable et puis avoir une quote-part dans leur review et leur matrice et puis avoir une dotation, ce n'est pas facile tant que ce cadre-là n'est pas créé. Voilà. Et donc, au-delà de ça, je vais simplement vous dire qu'on a eu 3 journées pour le moment. En 2018, on a eu une première journée qu'on a organisée en novembre 2018, voilà, à l'hôtel Azalaï à Abidjan ici. Je crois que Jean-Marie avait été invité. Ça avait été soutenu par l'ONU Femmes. C'est ONU Femmes qui était le partenaire clé pour le financement de ces journées. Ils ont pu nous permettre de faire venir des experts de l'extérieur. On a invité le RFE, on a invité l'association Sœurs pour venir voir un peu comment ça se passe. Et donc, ces budgets ont été financés entièrement par le budget de la matinale. Et au-delà de ça, il y a eu le réseau des journalistes que nous avons invités parce qu'il faut savoir qu'une information n'a de sens que lorsqu'elle est bien retransmise. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de former aussi ces journalistes-là à ces questions-là. Et puis, pour que ces thématiques-là, lorsque c'est abordé par ces journalistes, que ça ne soit pas galvaudé. Parce que quand c'est galvaudé, ça perd toute sa substance. Donc, à ce niveau-là, nous sommes en train de faire un travail aussi. Et le thème de cette première journée-là, je dirais matinale-là, c'était quelle organisation pour une conférence de l'Afreya réussit en Côte d'Ivoire. Parce que c'était à la veille de la conférence de l'Afreya que la Côte d'Ivoire recevait. Mais je vais vous dire une chose, ça a été la première, c'était la 9e conférence et c'était la conférence à laquelle un État a porté ça en Conseil des ministres. Ça fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres avec un budget conséquent de plus d'une centaine de millions que l'État de Côte d'Ivoire a investi pour prendre en compte une grande partie du budget de l'Afreya. Et ça n'a jamais été fait. C'était une première, mais c'est parce qu'on a ce cadre d'échange-là que l'État a pu porter ça au plus haut niveau. Et des ministres étaient là, le président de la République était impliqué au plus haut niveau. Voilà, pour que cette conférence soit une réussite. C'était en 2019. Et donc, le cadre de cette première matinale nous a permis de réunir les acteurs pour leur donner l'information de l'organisation de cette Afreya-là, pour les mobiliser autour de l'action. Et donc, le premier, c'était ça. Le second, c'est pour dire que les journées, les matinales sont des cadres pour préparer déjà les partenaires à un événement et pour lequel on attend beaucoup d'eux. Ensuite, on a la deuxième matinale qui a eu lieu au pôle scientifique d'innovation. Voilà. Et là-bas, on a combiné ça avec des activités dans le cadre du Global. Voilà, du Global. Et là, c'était un thème qui avait été développé sur la jeunesse, la femme et le métier de l'évaluation. Et moi-même, j'étais conférencier. Voilà. Et le sous-thème, c'était quelle opportunité d'emploi pour le jeune et dans le métier de l'évaluation. On a essayé parce qu'on a formé des jeunes dans ce sens-là, parce que nous, on s'est inscrit dans une autre dimension aujourd'hui, dans le cadre de la prise en compte des jeunes évaluateurs. On s'est dit qu'il ne s'agit pas de les former. La théorie, on n'en veut plus. Quand on forme, on met en situation pratique. Et donc, on a des partenaires avec le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Emploi jeune qui finance beaucoup de projets jeunes. Mais qu'est-ce qui serait plus intéressant que de voir des jeunes aller évaluer des projets pour lesquels des jeunes ont eu des financements. Donc, on s'est dit, mais écoute, et donc dans cette édition-là, on a le PNUD qui s'est investi avec nous. Vous voyez que les partenaires ne sont pas les mêmes. C'était ONU Femmes, c'est PNUD. Et la troisième journée, nous l'avons eue en 2020. Voilà, c'était en novembre. Et cette journée-là a eu lieu à l'Assemblée nationale. Et là, c'est le Parlement qui nous a reçus. Donc, tous les partenaires étaient au Parlement ce jour, avec le président de l'Assemblée nationale lui-même et le président de l'AFCOP, qui est l'Association des parlementaires africains pour la promotion de l'évaluation. Voilà, donc ils étaient tous là. Il y avait l'UNICEF, il y avait la BAD qui était représentée par 2 grandes personnalités. Et cette édition-là, c'était l'UNICEF qui a financé. Donc, vous comprenez qu'il y a UNICEF et puis il y a le projet Eval Partner. Eval Partner, dans le cadre d'un projet que nous avons avec
bénéficier d'un montant de 5 000 parce que ça fait 10 000 $. Donc, les 5 000 qui sont arrivés, on a pu déjà organiser cette matinale-là avec et faire d'autres activités. Le complément des ressources, c'était au niveau de l'UNICEF pour pouvoir nous permettre de… Mais il faut dire que ça aussi, je profite pour en parler en même temps parce que l'initiative Eval Partner a permis à l'UNICEF de pouvoir vraiment nous accompagner parce que déjà, tout, ça ne s'appuyait pas seulement que sur eux, étant donné qu'il y avait un partenaire extérieur fort qui était là. Donc, ça leur a donné aussi le courage de mettre la main à la pâte avec nous pour nous accompagner dans cette organisation. Voilà. Et bon, c'est pour dire que ce n'est pas coûteux, mais les bénéfices sont énormes. Et c'est un cas d'échange entre tous les acteurs, que ce soit du monde académique, universitaire, chercheur, l'État et tout ça. Nous sommes tous là. Mais je vais vous donner une anecdote quelque part comme ça. Lorsqu'on a fini la journée, je vais vous dire que c'est une demi-journée, ça prend une demi-journée, ce n'est pas une journée entière. Et le président de l'Assemblée nationale a souhaité que chaque année, ça se tienne à l'Assemblée nationale désormais. Et donc, le Conseil économique et social était là, qui est une institution aussi forte. Et le président du Conseil économique et social, qui était représenté par le secrétaire général du Conseil économique et social, a dit non. Non, j'ai dit non. Cette année, vous avez eu. L'année prochaine, c'est nous qui recevons. Et quand le Sénat a eu cette information, le Sénat a dit, vous vous fatiguez, puisque la prochaine édition, ça sera chez nous dans la capitale politique. Donc, vous comprenez l'engouement déjà qu'il y a autour de ce cadre d'échange-là pour la promotion de l'évaluation. Je m'arrête là et je laisse le reste du temps pour les questions. Merci. Très bien, merci beaucoup, Mamadou. C'est passionnant et félicitations pour tous ces succès. C'est vraiment intéressant de voir les points communs. Il y en a beaucoup en fait entre les deux présentations qu'on a entendues aujourd'hui. Ça porte des noms différents, mais il y a vraiment ce point commun entre les parlements, parlementaires qui sont très présents et très concernés. Alors, est-ce que ça peut être une des clés du succès de ces ateliers? Peut-être la grosse différence que j'ai notée, c'est que les ateliers, c'est vraiment prévu dans un cycle, donc il y a une thématique à plus long terme qui est creusée et approfondie. C'est sur 1h30, donc ça a lieu plus souvent, alors que finalement les matinales, c'est un plus gros événement une fois par année. Mais donc c'est vraiment intéressant, je pense, pour nos auditeurs et auditrices, de voir comment ils pourront mettre cela en œuvre chez eux. J'avais une ou deux questions à vous poser, et après, je vais très rapidement une question, et après, on va demander à Tadé s'il y a eu des questions qui sont venues dans le chat. En fait, je me demandais si votre association avait établi un plan avant de proposer les différents services. Donc, par exemple, comment s'est intégré finalement ce service que vous nous avez présenté aujourd'hui, le cycle d'atelier ou la matinale? Est-ce que c'était dans un plan plus large ou c'est venu spontanément selon les besoins et on a perdu Mamadou. J'espère qu'il va revenir bientôt. Donc, François-Xavier, si vous voulez bien nous dire quelques mots, comment ça s'est intégré dans votre plan général en fait? Oui, merci Claudine. Effectivement, pour rien vous cacher, nous avions travaillé déjà à la création de la Solep et en 2017 dernièrement à une stratégie à l'horizon 2021, donc stratégie sur 4 ans, avec un plan de travail, un plan d'action relatif. Effectivement, le cycle des ateliers et nos actions sont liées à la stratégie, à ce plan dont je vous parle. Peut-être un mot très rapide. Notre stratégie, nos axes d'intervention, finalement, ils sont de 4 ordres. Enfin, il y a 4 orientations, je dirais, de travail. Premièrement, c'est la sensibilisation et la stimulation des échanges. Et là, vous voyez bien que le cycle des ateliers se trouve pleinement ancré dans cette logique-là. Le deuxième axe, c'est la contribution à l'amélioration des pratiques sur base des retours d'expérience. Et là encore, les ateliers qui sont de nature technique, souvent, s'intègrent très, très bien dans cet axe-là. Le troisième axe, c'est la contribution au développement des compétences. Et le dernier, c'est la participation au débat public et le fait d'être force de proposition. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question très concrètement, et voilà, j'arrête le téléphone en même temps, ce sont les aléas du direct. Tout à fait.
Et donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons un plan. Alors, ce plan, il arrive à échéance là en 2021. Bien sûr, beaucoup de choses ont été, sinon remises en cause, du moins chamboulées avec la crise que nous connaissons. Mais nous avons à cœur d'avoir une stratégie et un plan et d'avoir des événements et des services, hein, puisque c'est de ça dont nous parlons là, des services qui sont en lien avec ce plan de développement stratégique. Oui. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions à été posées par nos auditeurs et auditrices? Oui, merci. Merci beaucoup pour les panélistes, mais surtout pour les participants qui ont fait des commentaires. Il y a beaucoup de messages de félicitations, d'émotions, de retrouver des enseignants, notamment des personnes qui font des témoignages d'avoir suivi des séminaires de formation de la part du réseau ivoirien de suivi et évaluation. Ça fait toujours chaud au cœur. Les questions portent surtout sur le financement de ces initiatives-là, n'est-ce pas? Comment est-ce que c'est financé? Je pense que Mamadou a précisé quelques éléments, notamment l'apport de ONU Femmes, du PNUD, de UNICEF, de Eval Partner, etc. Peut-être que ce sera au tour de Soleb de donner peut-être quelques indications plus précises, mais je sais qu'il y a eu des éléments qui ont été donnés. Des questions portent également sur les participants. Qui est invité finalement? Est-ce que vous invitez des personnes? Le grand public peut-il être invité ou bien non? Vous sélectionnez seulement quelques participants parce que c'est des acteurs de premier plan. Il y a eu une série de questions sur le bilan. Est-ce que le bilan a été fait? Est-ce qu'on peut retrouver sur Internet, par exemple, des publications, des actes ou quelque chose comme ça qui permet de s'inspirer de ces initiatives-là? Il y avait également une question sur la périodicité, mais là aussi, je pense qu'il y a eu des réponses qui sont arrivées un peu plus tard, notamment pour signaler soit que c'est cyclique dans le cas de Solep, soit que c'est annuellement dans le cas de RIS. Et enfin, je pense que, hey, Mamadou ne va pas partir avec tous les secrets. Hein, aussi bien Solep que RIS, nous aimerions savoir quels sont les facteurs clés de succès, parce qu'on peut dire que ces événements-là ont quand même été des réussites, dans la mesure où on a des retombées en termes de visibilité, en termes de partenariat, en termes de plaidoyer. En tout cas, les choses ont bougé. Mais on peut s'interroger sur les facteurs clés de succès qui ont permis effectivement que cela arrive. Voilà la série de questions que j'ai notées et que je peux mettre à la disposition des deux panélistes. Je pense que l'un et l'autre vont avoir des éléments à apporter dessus. Merci. Éventuellement, je vais répondre, alors si ça vous va, très sommairement, mais je pourrais peut-être aussi par écrit donner des informations additionnelles. Il est vrai qu'au niveau du financement, comment est-ce qu'on finance ce type d'activité? C'est un enjeu qui est permanent. Nous sommes une petite association, donc certes, il y a des cotisations, 50 € par an pour les personnes physiques, 500 € pour les personnes morales, ce qui est assez plus que raisonnable, en tout cas pas très onéreux, disons. Donc, ce n'est pas forcément ça qui nous aide à financer. Ce qui nous aide à tenir la logistique, à assumer les frais d'hébergement et de catering pour l'essentiel, ce sont les partenaires avec qui nous travaillons. Et donc, ces partenaires, voilà, parce qu'ils voient, et c'est peut-être un élément aussi de succès ou un élément qui nous permet de mesurer le succès ou l'intérêt et la crédibilité de la SOLEP, c'est que la qualité des événements fait qu'il y a toujours la possibilité qu'un partenaire se désigne comme étant intéressé pour héberger cet événement. Bon, ce n'est pas des événements qui sont extrêmement coûteux finalement. Hein. Si on doit héberger, en parlant du cycle des ateliers, s'il nous faut une salle de réunion pendant 1h30, 2 heures, et puis un petit endroit pour organiser un catering pour une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de personnes, bon, vous voyez un peu l'ordre de grandeur dont nous parlons là. Hein. C'est quelque chose qui reste de l'ordre du raisonnable. Hein. On n'est pas sur des financements. On a besoin d'aller chercher des financements incroyables, loin de là. Ce qui fait que
on y arrive donc assez facilement. On a évidemment un petit exercice budgétaire préalable, mais tout ça se fait de manière intéressante, fluide. Les frais, il peut y avoir parfois des frais de transport. Hein, si un orateur vient de Berlin ou de Paris ou d'ailleurs en Europe, et ben voilà, il y a peut-être un billet de train, éventuellement d'avion. Vous voyez là aussi, si on s'y prend suffisamment tôt, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à organiser ou à gérer financièrement. Il y a toujours une synthèse des ateliers, effectivement. Donc, on ne peut pas parler d'actes de colloques. Non, mais il y a toujours une synthèse qui est proposée, qui est mise en ligne sur le site Internet. Et cette synthèse, elle se veut vulgarisée. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très technique. On essaye toujours de garder cette accessibilité parce que parmi les cibles que nous visons, hein, c'était une des questions aussi, on est au Luxembourg, donc il y a pas mal d'institutionnels qui sont là, pas mal de fonctionnaires aussi, des consultants. On a une communauté de consultants, donc d'évaluateurs ou d'analystes qui n'est pas très nombreuse. Je dirais qu'au Luxembourg, il y a entre 100 et 150 professionnels de l'évaluation. Donc, voilà, vous voyez un petit peu dans quel type de public cible on travaille. Il faut dire aussi qu'on essaye toujours d'avoir aussi, de rester ouvert, c'est-à-dire que bien sûr ces cibles, les consultants, les institutionnels, les fonctionnaires et aussi les décideurs, les représentants des entreprises, on essaye de les avoir, mais on essaye aussi d'avoir de jouer la carte de la société civile. Et la société civile, c'est aussi la visée du grand public. Hein. Donc, on essaye, quand même, les jeunes aussi, hein, on a aussi quelques membres qui sont jeunes. Donc, on essaye aussi d'aller chercher, notamment les étudiants à l'université. On a toujours des listes de diffusion et d'invitation qu'on peut utiliser. Et enfin, parmi les facteurs de succès, je dirais qu'on prend grand soin. On a beaucoup de chance, hein. On n'a pas à ce jour d'événements qui n'ont pas fonctionné. Et donc, chaque événement qui fonctionne, eh ben, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre CV, j'allais dire. Je donne un exemple. Nous avons initié une discussion avec l'Agence de l'innovation au Luxembourg et le ministère, l'agence aussi de ce qu'on appelle la promotion luxembourgeoise de Nation Branding. Donc, on a ouvert une porte via des contacts de la SOLEP et on a fait des échanges de vues avec ces acteurs-là. Eh bien, à chaque fois, ces acteurs, quand ils nous rencontrent, ils nous connaissent en fait. Ils savent qui on est parce qu'ils ont toujours quelqu'un qui leur a parlé de nous. Bien sûr, on a pris soin avant de présenter un peu notre carte de visite. On a un site Internet, on a quelques éléments, quelques documentations récentes qu'on veut faire valoir pour donner du crédit à notre démarche. Mais ça fonctionne bien. Donc, les facteurs de succès, c'est toujours avoir le souci que le prochain événement, c'est un événement qu'on va ajouter à notre CV et qu'on va pouvoir valoriser auprès des prochains contacts. Donc, on a quand même une approche comment dirais-je, on pense toujours au coup d'après, je dirais. Voilà. En fait, au Luxembourg, parce que c'est un petit pays, on ne peut pas se permettre de faire un flop. Vous voyez c'est un peu… Ne prenons pas les choses comme il ne faut pas les prendre, mais on doit vraiment soigner les choses parce que le relationnel, il est important, la crédibilité est importante parce que tout le monde se connaît. Hein, c'est petit, donc ça nous met un peu la pression, ça a des avantages, mais ça a aussi ce type pas d'inconvénients, mais d'exigences. Hein, ça nous amène des exigences de qualité pour faire toujours en sorte que le prochain événement nous apporte toujours ce maintien de qualité pour la suite. Merci François-Xavier, merci beaucoup. Merci pour cette précision et merci d'avoir souligné que vous vous préoccupez également des jeunes parce qu'il y avait une question qui émergeait sur la place des évaluateurs émergents dans tout ce dispositif. Vous avez bien fait de souligner que vous cherchez les jeunes étudiants, des jeunes dans la profession pour les accompagner également. Merci beaucoup. Peut-être Mamadou va dire quelque chose également. Mamadou, tu es là? Ravi de te retrouver en pleine forme. Merci, cher ami, merci. Alors, Tadé, est-ce que tu veux reposer les mêmes questions à Mamadou ou certaines plus spécifiquement? Qu'en penses-tu?
Les secrets, Mamadou, c'est quoi la clé de succès pour avoir le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, que je connais, soit dit en passant, qui ne sont pas faciles à déplacer. Quand on les déplace et qu'on les amène dans la salle, c'est quoi le secret, Mamadou? Comment on fait pour être sûr de réussir un événement comme celui-là? Ok, merci Tadé. Au fait, il n'y a pas de secret, c'est simplement faire du corps à corps avec eux. Parce que vous savez que l'évaluation, c'est une pratique qui est aimée de tous. Chacun veut comprendre un peu la pratique évaluative. Surtout que l'évaluation est aujourd'hui au cœur des enjeux du développement de toutes les nations. Et donc, c'est des personnalités aussi qui veulent apprendre, mais ils ne savent pas. Donc, partir vers ces personnalités-là, au fait, ça facilite le contact. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi même proposer, mais désigner un lieu où vous souhaiterez qu'on se retrouve pour échanger avec telle ou telle personne. Et puis, ils créent le cadre et vous venez. Je l'ai dit parce que depuis 2013-14, quand je me déplace, hors de la Côte d'Ivoire, les partenaires nous appuient toujours avec la prise en charge d'au moins un parlementaire avec nous. Donc, comprenez, si un parlementaire va aujourd'hui, demain c'est un autre, le groupe ne fait que grandir. Et donc, voilà comment est-ce qu'on arrive finalement à les intégrer au groupe. Je le dis comme ça parce que même l'actuel président, vice-président de l'Assemblée nationale, on a eu à travailler dans un cadre d'évaluation à Ouagadougou en 2015. Donc, vous voyez que dès là-bas, le contact est devenu plus facile. Et donc, lui-même, il est devenu sympathisant du réseau et il a même adhéré aujourd'hui en payant ses cotisations. Donc, comprenez que c'est une question de corps à corps, mais c'est un travail de longue haleine, quoi. Ce n'est pas aussi systématique. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci, Mamadou. Et les évaluateurs émergents, Mamadou, quelle place dans ce... Les évaluateurs émergents, aujourd'hui, nous leur avons donné une place assez importante. Tadé, tu te souviens, je ne sais pas si tu étais avec nous à Dakar, lorsque pour la première fois, ils ont évoqué cette histoire-là, tout le monde était partant pour le fait que les jeunes évaluateurs soient indépendants et que, moi je leur ai dit, j'étais là avec le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui ont dit non, nous ne voulons pas de cette façon de faire. On était deux. Et là, on nous a dit, mais comment? J'ai dit non, des enfants qui apprennent à marcher, qui n'ont pas encore fini les 4 pattes, vous voulez que ceux-là viennent faire la compétition avec des coureurs de fond. Et ce n'est pas possible. Ils vont se casser le nez très vite. Laissez d'abord à ce que les aînés que nous sommes puissions les encadrer dans un premier temps. Ensuite, quand ils sont assez forts, on les reverse. Quand ils sont reversés, ils deviennent alors membres actifs du vivier. Et comme le disait Xavier François tout à l'heure, le vivier d'évaluateurs où on vient puiser et pour pouvoir accompagner les évaluations de haut niveau dans le pays. Et donc, nous, on a fait pas du mentorat comme vous le faites, mais on a fait ce qu'on appelle du coaching, qui est une forme de mentorat. En le faisant, on a dit dans un premier temps, bon, quand tu es jeune évaluateur, si on suppose que tu peux ne pas avoir les moyens pour payer, on t'exempte de cotisation. Mais quand tu es, par exemple, membre du KDA-UE, tu dois être inscrit au KDA avant d'être membre du KDA-UE. Comme ça, à l'intérieur, les aînés qui sont là vous coachent, vous encadrent et vous font grandir. Voilà comment. Mais je dis, en les laissant automatiquement créer un groupe à part, ça va créer de la concurrence inutile. Les jeunes sont très fougueux, ils pensent connaître tout, et puis après, on va dans tous les sens. C'est un bicéphalisme qui ne dit pas son nom, et puis après, on ne sait plus où on va. Voilà, donc nous, et je le disais tout à l'heure, on a essayé de mettre en place un système où on forme ces jeunes-là au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et on essaie en même temps de leur créer un cadre d'intégration dans la vie sociale. Parce qu'on veut leur faire comprendre qu'on peut vivre de l'évaluation. L'évaluation peut être un métier. Contrairement à ce qu'on pense,
pour dire que c'est une activité accessoire. Non, c'est une activité principale pour nous. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à ces jeunes-là. Et ils arrivent avec des diplômes. Ils ont des niveaux Master 1, Master 2, et il y a même des doctorants parmi eux. Voilà, donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de leur donner une autre vision de la pratique évaluative. Et on a fait comprendre aussi aux partenaires que nous sommes qu'on a un vivier de jeunes aussi prêts à les accompagner d'abord dans une forme de bénévolat. Et ensuite, par exemple, ce qu'on a fait avec le ministère de l'Emploi, c'était du bénévolat au départ. Et après, les plus intéressés ont été intégrés. Et aujourd'hui, il y en a même qui sont fonctionnaires d'État. Et voilà, c'est pour dire, mais ils sont partis en tant que bénévoles stagiaires, comme on le dirait, mais ils ont fini par s'imposer par leur travail. Donc, c'est ce coaching-là que nous faisons, qui est une forme de mentorat aussi, en fait. Voilà. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci, Mamadou. Merci. J'étais effectivement à Dakar et je me souviens de ce combat que tu avais mené. Maintenant, on voit les fruits. Nous avons également le même type de succès. Mais revenons, n'est-ce pas, à ce webinaire qui tire vers sa fin. Nous avons effectivement vu que les événements qui ont été retenus comme à succès ont servi véritablement de cadre d'échange entre des partenaires très, très variés et ont permis effectivement de nouer des partenariats, de développer des partenariats mutuellement bénéfiques, n'est-ce pas, pour les acteurs. Très bien que les partenaires techniques et financiers sont à la recherche des véhicules qui permettent d'avancer, où ils peuvent mettre du carburant, à condition que le véhicule soit bien portant. Nous avons vu, oui, nous avons vu effectivement que aussi bien le réseau ivoirien de suivi et évaluation RIS que la SOLEP, les deux associations ont bien profité en termes de visibilité institutionnelle, en termes de notoriété, en termes d'image, et ont travaillé surtout à l'inclusion, n'est-ce pas, à s'assurer que l'ensemble des parties prenantes au développement se retrouvent effectivement dans les événements-là. Nous avons appris surtout que ces activités-là permettent quand même de faire bouger les lignes en termes de lobbying, en termes de plaidoyer, et ont l'avantage de ne pas être nécessairement très coûteux. Des activités qui ne sont pas nécessairement très chères, donc en termes de coût-bénéfice, on est dans le bon sens. Nous avons également appris que ça demande beaucoup de préparation parce que la qualité des événements va déterminer effectivement ce qu'on va avoir par la suite des activités. Et d'ailleurs, on peut retenir cette intéressante phrase, n'est-ce pas, de François Xavier qui nous dit que chaque événement qui fonctionne bien est un atout pour le prochain événement. Et donc, effectivement, toujours en train de penser au coup d'après. Et ça, je pense que c'est une leçon intéressante pour les associations nationales qui doivent savoir qu'à chaque événement, elles jouent leur crédibilité, elles jouent leur réputation. Si l'événement est bien préparé et est une réussite, ça va préparer le lendemain. Mais sinon, on va avoir des difficultés après. Nous avons vu également que c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas penser qu'on va commencer et tout de suite arriver au succès. On a ceux qui ont commencé depuis 2012 ou 2015, etc. Avoir une bonne programmation, avoir une bonne vision, savoir vers où est-ce qu'on s'en va, travailler soit par cycle, soit par périodicité, pour s'assurer qu'on ne dépense pas trop d'énergie et parfois on s'arrête avant même d'arriver au niveau où on peut faire la récolte. On peut retenir également cette jolie phrase de Mamadou qui dit qu'il faut aller au corps à corps avec les acteurs clés, notamment les décideurs politiques. Il faut s'assurer qu'on est avec eux, il faut chercher les contacts. Parce que c'est des personnes qui veulent aussi apprendre, mais qui parfois ne savent pas quels sont les espaces où ils peuvent apprendre ensemble. C'est des personnes qui veulent se sentir impliquées dans la prise de décision, dans l'organisation. Et je pense que c'est sur ces éléments-là que nous pouvons dire que en réalité, la SOLEP et le RIS vraiment méritent qu'on leur dise bravo, comme les participants l'ont indiqué tout à l'heure, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de chaleur, et surtout aussi qu'on dise merci aux participants qui ont posé beaucoup de questions, qui ont fait beaucoup de réactions, qui indiquent que leur satisfaction par rapport aux échanges qui ont eu lieu, qui demandent à quand est-ce qu'on aura les prochains événements bâtis sur le même modèle.
Et là, je pense que RFE également, le réseau francophone de l'évaluation, est à remercier. Hein, Jean-Marie Benoît qui n'est pas avec nous et tous les autres membres qui n'ont pas travaillé directement dans le cadre de ce webinaire ou en présentiel, mais nous savons qu'ils sont avec nous. Et c'est sur ces mots qu'on va certainement conclure ce webinaire. Claudine, c'est à ta convenance? C'est parfait, merci. Merci beaucoup à nos intervenants, c'était vraiment passionnant et bonne fin de journée à tout le monde. On se réjouit du prochain webinaire. OK, merci, au revoir. Merci Mamadou, au revoir. Merci Françoise-Xavier, au revoir. Merci. Allez aussi. Merci Jean-Marie, merci, c'était très bien. Les participants vous disent merci à vous, merci à tous.